Please be seated. Veuillez vous asseoir. Yes, Mr. Nichols. La juge présidente, Monsieur Nichols. Monsieur Nichols, merci Madame la Présidente, Mesdames les juges. J'en arrive maintenant à la question de l'accusé. La personne qui est assise dans le prétoire, Monsieur Abdel Al-Rahman, est Ali Kouchaïb. Il est le leader des Janjaweed dans le Darfour Ouest, à Wadi Sali et Moukjar, qui était connu de tous sous le nom Ali Kouchaïb au cours de la période 2003 et 2004, ainsi qu'avant et après cette période. Il nie aujourd'hui que son surnom serait Ali Kouchaïb. Il conteste le fait qu'Ali Kouchaïb ait jamais existé. Mais ne nous détrompons pas. Les éléments de preuve démontreront que c'est bel et bien Ali Kouchaïb qui est ici présent dans le prétoire et qui est finalement traduit en justice. Que savons-nous de son parcours? Tout d'abord, il est né à Rahad al-Berdi, dans le sud du Darfour, Soudan. Il est ressortissant soudanais de la tribu Tahaïcha. Il était membre des forces armées soudanaises, SAF, jusqu'au milieu des années 90. Lorsqu'il était dans l'armée, il faisait partie du corps médical. À sa retraite de la SAF, il a ouvert une échoppe à Garcilla où il vendait des médicaments. Et jusqu'au moins le 28 juillet 2005, l'accusé était affilié aux forces de réserve centrale, la CRF. Et chacun des faits que je viens d'afficher à l'écran, eh bien, ceux-ci ne sont pas contestés par la défense. Je vais maintenant passer en revue certains des éléments de preuve émanant de nombreuses sources que nous présenterons ensuite à la Cour lors du procès et qui permettent d'établir qu'Abdelrahman est Ali Kouchaïb. Ces sources incluent, premièrement, le comportement de l'accusé lui-même, deuxièmement, des éléments de preuve émanant de très nombreux témoins qui connaissaient l'accusé avant, pendant et après le conflit, par son nom officiel, Ali Mohamed Ali Abdelrahman, mais également par son surnom, Ali Kouchaïb. Et troisièmement, des faits partagés par la personne connue par le nom d'Ali Kouchaïb, le leader tristement célèbre des Janjaweed qui possède une pharmacie à Garcilla et l'accusé qui possède une pharmacie à Garcilla. Des témoins parlent d'Abdelrahman et d'Ali Kouchaïb, personne qui détient une position d'autorité au sein des Janjaweed. Je vais passer en revue quelques exemples émanant de ces éléments de preuve maintenant. Tout d'abord, le comportement de l'accusé qui confirme qu'il est bien le leader des Janjaweed, Ali Kouchaïb. Comment est-ce que l'accusé est arrivé ici, dans ce prétoire aujourd'hui? Il s'est rendu volontairement sur la base d'un mandat délivré pour un suspect dénommé Ali Mohamed Ali Abdelrahman, surnommé entre guillemets Ali Kouchaïb. Date d'émission du mandat, vous l'avez dit, Madame la Présidente, lors de vos propos liminaires le 27 avril 2007. La Chambre écrit, lorsqu'elle délivre ce mandat d'arrêt, qu'elle délivre par le présent un mandat d'arrêt, je cite, pour Ali Mohamed Ali Abdelrahman, également connu sous le nom d'Ali Kouchaïb. Fin de citation. Ce mandat est délivré pour le nom officiel et pour l'alias Ali Kouchaïb, et pour se rendre, l'accusé a voyagé secrètement dans la jungle, a traversé la frontière du Soudan vers la République centrafricaine. Il n'a pas été arrêté à un checkpoint de la police, aucun hélicoptère ne l'a poursuivi, il s'est rendu tout simplement à la cour. La défense nous dit que cette reddition était difficile et dangereuse. Et lorsqu'il s'est rendu, et cela est dans notre mémoire de première instance paragraphe 9, il n'a jamais contesté auprès des autorités centrafricaines ou responsables de la Cour qu'il était Ali Kouchaïb. Il avait un conseil commis d'office, il avait un interprète, il n'a jamais contesté son identité.
Il y a également des éléments de preuve démontrant que l'accusé était connu sous le nom d'Ali Koshaib dans des documents officiels délivrés avant le premier mandat d'arrêt de la CPI en 2007. En 2006, il a été interrogé au Soudan, à Khartoum, par les autorités soudanaises qui menaient des enquêtes sur les événements du Darfour. Lors de cet entretien, l'accusé était appelé par son nom officiel, Ali Mohamed Ali Abdelrahman, mais également clairement par son alias ou son surnom Ali Kouchaïb. Et je vais vous demander de bien vouloir vous pencher sur cet interrogatoire au mois de novembre 2006 par le gouverneur du Soudan. Et on peut y lire, conformément aux instructions de l'auguste assistant du ministre de la Justice, j'entreprends l'interrogatoire de Mohamed Ali Abdelrahman, également connu sous le nom de Kouchaïb, sur les incidents relevant du conflit. Et ensuite, nous voyons le nom de la personne qui est interrogée, Mohamed Ali Abdelrahman Ali Kouchaïb. Cet entretien s'est poursuivi et on a toujours fait référence à la personne en question comme étant Ali Kouchaïb. Lorsque le lendemain, l'entretien s'est poursuivi, la personne interrogeant a dit, et veuillez afficher cela, nous poursuivons l'interrogatoire d'Ali Kouchaïb et donc l'appelle directement par son surnom. À la conclusion de cet entretien, qui a duré plus d'une journée, l'accusé a signé la déclaration de son nom officiel, déclaration dans laquelle il est clairement identifié à l'aide de l'alias Ali Kouchaïb. Donc il a signé cette déclaration à la fin, après avoir corrigé certaines parties de la dite déclaration relative à l'interrogatoire de la veille. Outre son nom et son surnom, cet entretien de 2006 contient divers détails sur la personne interrogée. Monsieur Abdelrahman, également connu sous le nom d'Ali Kouchaïb, qui correspond au fait que l'on connaît sur l'accusé, son appartenance à la CRF, au CRF, le fait qu'il a une pharmacie à Garsoa, son lieu de naissance, c'est le fait numéro 7, et son appartenance à la tribu Taïchab. Il s'agit du fait numéro 4 qui n'est pas contesté. Donc pour résumer, sur son comportement, l'accusé a entrepris un voyage secret dangereux, traversé la frontière soudanaise vers la République centrafricaine pour finalement se rendre. Il s'est rendu sur la base d'un mandat d'arrêt répondant au nom de l'alias Ali Kouchaïb et plus de 15 ans de cela, en 2006, il a signé une déclaration auprès des autorités soudanaises qui indiquait que son nom était Ali Kouchaïb, ou l'un de ses alias. J'en arrive maintenant aux témoins. De nombreux témoins connaissaient l'accusé et ils témoigneront qu'Abdelrahman était connu sous son surnom Ali Kouchaïb. Cela inclut le P769 qui dit qu'Ali Mohamed Ali Abdelrahman est également connu sous le nom d'Ali Kouchaïb. Le P0117 dit Ali Mohamed Ali Abdelrahman avait le surnom Ali Kouchaïb. Le P012 déclare que le véritable nom d'Ali Kouchaïb est Ali Mohamed Ali. Le P0643, Ali Kouchaïb est plus un titre que son véritable nom. Je le connaissais sous le nom d'Ali Mohamed Ali. Le P0926 qui a vu Ali Kouchaïb de nombreuses fois et qui dit que Kouchaïb était un surnom, son véritable nom est Ali Mohamed Abdelrahman. Madame la Présidente, il s'agit d'un échantillon. Il y aura de nombreux autres témoignages qui démontreront cela lors du procès. Étant donné que l'accusé s'est rendu il y a 2 ans, grosso modo, il y a eu énormément de publicité sur les réseaux sociaux et les autres médias à propos de son arrestation. Il y a eu des audiences publiques de confirmation des charges qui ont été vues par un grand nombre de personnes au Soudan. Aucune victime ne s'est manifestée pour dire qu'il s'agissait d'une erreur, que ce n'était pas la bonne personne et que ce n'était pas Ali Kouchaïb. Bien au contraire.
Des témoins qui connaissaient l'accusé au cours du conflit ont immédiatement reconnu cette personne lorsqu'il s'est rendu et que son arrestation a été rendue publique. Le P0643 a vu un reportage à la télévision sur la procédure à la CPI et a immédiatement reconnu l'accusé comme étant le leader des Janjaweed répondant au nom d'Ali Kushaib. Le P0868 a également reconnu l'accusé comme étant Ali Kushaib dans des reportages juste après son arrestation. D'autres témoins qui connaissaient bien l'accusé depuis très longtemps déjà ont reconnu et confirmé que la photo de passeport de 2006 de l'accusé, la personne qui est avec nous dans le prétoire, est Ali Kushaib. Veuillez afficher cela à l'écran. Le P0994, qui connaissait très bien l'accusé avant le début du conflit, depuis plus de 20 ans déjà. Le P0874, qui connaissait M. Abdelrahman depuis 1991. Le P1021, qui le connaissait avant 2003. Le P0885, qui connaissait M. Abdelrahman depuis 1984. Toutes ces personnes ont reconnu la photographie de 2006 de l'accusé comme étant celle d'Ali Kushaib. J'en arrive maintenant à la pharmacie que possède l'accusé à Garcilla pendant la période visée et l'importance de cette pharmacie. La défense a déclaré dans l'audience de confirmation des charges le 25 mai l'année passée, page 84, que l'accusé vendait des médicaments à sa pharmacie à Garcilla lors des événements. C'est un fait qui n'est pas contesté. Il vendait des médicaments dans son échoppe qui se trouve à côté de la banque agricole de Garcilla. Il s'agit des faits 13 et 14. Et de nombreux témoins, je ne vais en afficher que quelques-uns, démontreront que la personne qu'il connaissait sous le nom d'Ali Kushaib était propriétaire d'une pharmacie à Garcilla. Le P0935 dit Ali Kushaib était un soldat à la retraite qui avait ouvert une pharmacie au marché local de Garcilla suite à sa retraite. P0990, la pharmacie d'Ali Kushaib était la seule qui se situait à proximité de la banque agricole. P0878, Ali Mohamed Abdelrahman Ali, mieux connu sous le nom d'Ali Kushaib, a pris sa retraite de l'armée et en tant qu'officier et a ouvert une pharmacie où il vendait des médicaments vétérinaires. Et comme je l'ai dit, il y aura d'autres témoignages allant dans ce sens au sujet de la pharmacie que possédait l'accusé. D'autres témoins indiquent clairement que l'accusé, qu'il connaissait sous son nom officiel, eh bien, était également connu sous le nom d'Ali Kushaib et qu'il était leader des Janjaweed. P0012, P0643, et en guise d'exemple, P0012 dit Ali Kushaib, dont le nom réel est Ali Mohamed Ali, était la guide Agara pour l'intégralité de Wadi Assala. Madame la Présidente, Mesdames les juges, j'ai brièvement évoqué un certain nombre des éléments de preuve que nous montrerons lors du procès, mais il ne fait aucun doute que l'accusé dans le prétoire avec nous aujourd'hui, M. Abdelrahman, est le leader Janjaweed, connu sous le nom d'Ali Kushaib. Je vais maintenant évoquer pendant quelques minutes, très brièvement, la chronologie des incidents survenus en l'espèce et j'évoquerai certains éléments de preuve que nous présenterons lors du procès. Comme le procureur l'a dit, il s'agit de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre à Wadi Salah et Mokhjar dans l'ouest du Darfour au Soudan, dans la période visée août 2003 à avril 2004. Au cours de ces mois, les forces armées du gouvernement du Soudan et les milices Janjaweed ont attaqué des villages habités par des civils, ont brûlé et pillé des villages et des magasins, ont battu, torturé, violé, assassiné, persécuté et forcé des civils qui vivaient dans ces localités à quitter leur maison. Et vous verrez que la majorité des victimes de ces crimes,
dans cette affaire proviennent de la tribu Four, la communauté Four de cette région. Je vais vous montrer très brièvement, si vous le permettez, une carte de la zone où les crimes ont été commis. Tout d'abord, au Soudan, vous voyez les frontières existantes en 2003 et 2004 qui ont changé depuis lors. Ensuite, on va zoomer sur la carte du Darfour à l'ouest et nous allons également agrandir l'État du Darfour ouest, l'État où les crimes ont été commis selon nous. Et vous voyez que dans le sud, vous avez les deux localités de Wadi Sali et de Moukjar. Alors, en guise de référence, le Darfour ouest avait une population à l'époque d'environ 1,7 million d'habitants. La majorité d'entre eux sont des Fours et des Massalites. Alors, pour ce qui est de Wadi Sali, dans le rectangle, sur la carte à gauche, et Moukjar, eh bien, ces deux localités recouvrent environ 1400 km². Voilà pour ce qui est du contexte géographique de l'affaire. Très brièvement, en ce qui concerne le contexte du conflit armé, en 2003, le gouvernement du Soudan faisait face à un problème grave, à savoir une insurrection armée dans le Darfour. Le gouvernement du Soudan, ses infrastructures et son personnel ont été attaqués par les groupes rebelles. Deux principaux groupes rebelles se sont distingués, le mouvement Justice et Égalité, JEM, et l'armée de libération, le mouvement ou l'armée de libération du Soudan. Ces groupes rebelles recrutaient principalement leurs membres auprès de certaines tribus, comme les Fours, les Massalites et les Agawa au Darfour. Deux attaques notoires et importantes dont vous entendrez parler. Tout d'abord, la fameuse attaque du 25 avril 2003, attaque coordonnée contre l'aéroport d'Al-Fasher dans le nord du Darfour. Mais ce qui est peut-être plus pertinent pour cette affaire, au mois de juillet et août 2003, des insurgés s'en prennent au personnel et aux infrastructures du gouvernement du Soudan, y compris aux postes de police de Bindissi et Moukjar. Et vous entendrez des témoignages de la réponse apportée à ces attaques à Bindissi et Moukjar. La réponse donc du gouvernement du Soudan a été la suivante. Le gouvernement a mis en place un plan pour écraser l'insurrection, ce qui a résulté en un conflit armé non international au Darfour, et ce fait n'est pas contesté par la défense. C'est le fait numéro 1. Toutefois, la réponse du gouvernement du Soudan et le plan s'appuyaient également sur une attaque violente contre la population civile du Darfour. Alors que les Fours, les Massalites et les Agawa, ces peuples étaient perçus comme soutenant les rebelles. Les autorités soudanaises ont, outre les forces régulières, décidé de déployer les Janjaweed, des forces supplétives provenant de tribus arabes majoritairement, pour assister les forces armées régulières. La politique d'État des autorités soudanaises incluait expressément le recours à ces forces Janjaweed au cours du conflit. Nous l'avons indiqué clairement dans notre mémoire, paragraphes 51 et 52, où nous déclarons, et je vais donner lecture de cette partie, l'attaque contre la population civile n'était pas spontanée, il ne s'agissait pas d'actes de violence isolés. Plutôt, l'attaque était menée en vertu d'une politique d'État émanant du gouvernement soudanais visant à commettre une attaque contre la population civile à Wadi Sali et Moukjar. En outre, un aspect intégral de cette campagne était le recours à des forces du gouvernement soudanais et des membres des tribus arabes, en particulier les milices Janjaweed, pour cibler des villages et des civils qui étaient perçus comme étant associés ou soutenant les groupes armés insurgés. Et il est important de noter que la teneur de cette politique d'État est clairement reflétée dans le plan de sécurité nationale du gouvernement du Soudan pour l'année 2004. Et M. Jeremy
abordera la politique d'État et les plans de sécurité nationale de manière détaillée et comment ceci incluait les attaques ciblées contre les villages Four, Zagawa et Masalit, ainsi que l'assassinat, le meurtre des responsables des communautés ou les Undas, qui étaient considérés comme étant des sympathisants des rebelles. Voilà pour ce qui est du contexte des crimes visés commis par l'accusé. Très brièvement maintenant, la chronologie des crimes commis dans ces lieux dont vous allez entendre parler encore aujourd'hui. Tout d'abord, et cela s'affiche en bas à gauche, les attaques contre Kudum et Bindisi, les 15 et 16 août 2003 approximativement. L'accusé, Abdelrahman Al-Kushaib, mène le convoi de Janjaweed armés et des forces du gouvernement du Soudan lors de cette attaque contre la population civile. Au moins 16 femmes et filles sont violées. Au minimum 63 personnes, y compris des hommes, des femmes et des enfants, sont tués. Les civils survivants de Bindisi et de Kunu sont déplacés, leurs propriétés sont volées ou détruites. Ensuite, si nous avançons en suivant la chronologie, nous en arrivons à Mukjar, que vous voyez à droite ou à l'est sur la carte. Ces crimes commis à Mukjar, dont les chefs 12 à 21 ont été commis fin février début mars 2004. Les éléments de preuve et les témoignages démontreront que 4 hommes ont été détenus au poste de police de Mukjar, comme le procureur vous l'a dit ce matin, et dans une autre facilité de détention dans des conditions horriblement inhumaines. Et dans ces centres de détention, l'accusé était présent. Il a battu des prisonniers, il a sélectionné des prisonniers pour qu'ils soient exécutés, il a ordonné l'exécution de prisonniers et finalement, au moins 122 hommes d'ethnicité Four, certains d'entre eux de jeunes garçons et des enfants, ont été tués. Un témoin décrit le convoi de prisonniers emmenés du centre de détention de Mukjar vers un lieu où Al-Kushaib a ordonné qu'il descende du véhicule pour être tué. Qui sont ces victimes? Qui étaient ces personnes détenues, battues, chargées dans un véhicule, puis assassinées sur ordre de l'accusé? Eh bien, les témoignages démontreront qu'il s'agissait de simples commerçants, de paysans, d'autres civils d'appartenance ethnique Four. Nombre d'entre eux avaient été déplacés de leur domicile lors des attaques préalables. Ils avaient fui vers Mukjar afin de survivre, ce qui finalement ils n'ont pas réussi à faire. Finalement, j'en arrive à Delej, un peu plus au nord sur la carte que vous avez sous les yeux. Delej et les environs. Les crimes commis ici se sont produits peu de temps après les crimes de Mukjar, vers du 5 au 7 mars 2014, et ils suivent un schéma similaire à ceux des crimes commis à Mukjar. À Delej et dans les environs, l'accusé a personnellement détenu et battu des hommes d'appartenance ethnique Four. Il a assassiné personnellement des prisonniers avec sa hache. Il a supervisé le procès de prisonniers qui ensuite ont été chargés de force dans des véhicules pour être transportés vers des sites d'exécution. Il a ordonné l'exécution de détenus, ce qui a résulté dans le meurtre d'au moins 137 hommes d'appartenance ethnique Four. Comme à Mukjar, vous verrez que les éléments de preuve montrent que ces victimes ont été déplacées. Il s'agit de civils d'origine Four qui ont fui vers Delej suite à des attaques préalables contre leur domicile dans d'autres villages. Et une fois de plus, comme à Mukjar, les éléments de preuve sont extrêmement clairs. Les leaders de la communauté Four, les Undas, sont tout particulièrement ciblés. Et des crimes
très violents sont commis à leur encontre. Madame la Présidente, Mesdames les juges, les éléments de preuve en l'espèce prouveront que du mois d'août 2003 au moins jusqu'au mois d'avril 2004, l'accusé, M. Abdelrahman Ali Koushaïb, menait les attaques contre la population civile, dirigeait les convois des Janjaweed et des forces du gouvernement du Soudan et les attaques contre Koudoum et Bindisi. Il donnait des ordres aux troupes de tirer, après quoi ces forces d'attaque tuaient, violaient, déplaçaient cette population civile et pillaient et détruisaient leurs propriétés. Au cours de cette période, vous verrez qu'il inflige des violences graves contre les civils. Il bat des prisonniers à Mouchkar et Delej. Il poursuit, il recherche des hommes fourres déplacés d'attaques préalables. Il assassine des prisonniers lui-même à l'aide de sa hache. Il supervise également le processus de déplacement des victimes, des personnes détenues, vers les sites où ils sont ensuite assassinés. Il ordonne que les prisonniers, les victimes, soient tués par balle. Et alors qu'il est là, il les regarde mourir et il demande qu'aucun survivant, qu'il ne reste aucun survivant. Voilà les éléments de preuve que nous allons vous montrer au cours de ce procès, Madame la Présidente, Mesdames les juges. Je vous remercie de votre attention et je vous demande de bien vouloir passer la parole à Monsieur Jeremy. La Présidente, Monsieur Jeremy. Merci, Monsieur Nichols. Le procureur, Madame la Présidente, Mesdames les juges, au cours des 30 prochaines minutes, je vais aborder deux sujets. Le premier consistera en un examen des éléments contextuels des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité afin de vous fournir un contexte élargi dans lequel l'accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, je vais mettre l'accent sur la position d'autorité et d'influence dont jouissait l'accusé, ce qui est central quant à sa responsabilité s'agissant des crimes qui lui sont reprochés. D'abord, les éléments contextuels relatifs aux crimes de guerre. Madame la Présidente, Mesdames les juges, dans l'affaire qui nous intéresse, sur la base de faits agréés 1 et 4, 1, 2 et 4, qui sont paraphrasés à l'écran, l'accusation ainsi que la défense s'entendent sur le fait que, à partir d'au moins avril 2003 jusqu'à au moins avril 2004, un conflit armé non international avait lieu au Darfour. Les parties au conflit étaient les forces du gouvernement soudanais d'une part et, comme nous l'avons entendu dire, deux groupes rebelles principaux, le mouvement armé de libération du Soudan, SLMA, et le mouvement de justice et égalité, JEM. Pour ce qui est des entités qui combattaient du côté du gouvernement du Soudan, à savoir le gouvernement du Soudan, donc les forces, luttaient contre une insurrection. Et comme nous pouvons le voir à l'écran, les forces du gouvernement soudanais comprenaient ce qui suit. Les forces armées soudanaises, les SAF, il s'agissait donc des forces armées régulières du Soudan, et celles-ci comprenaient la branche de renseignement militaire. Ces forces comprenaient également les forces de défense populaire, les PDF, qui est une force de réserve paramilitaire officielle qui relève des forces soudanaises. Différentes forces étaient également impliquées, notamment la police, les forces de réserve centrale, les CRF,
connus également sous le nom d'Abu Tera. Nous avons entendu parler de leur implication, le procureur nous en a déjà parlé. Et enfin, les forces de police populaires, les PPF, qui est une force de réserve de la police, une force locale. Madame la Présidente, Mesdames les juges, il y a un élément très important dans ce procès, c'est que les milices étaient également, ou plutôt les forces étaient également alliées à des milices Janjaweed. Ce terme de milice Janjaweed est utilisé par l'accusation pour désigner d'une façon générale les combattants irréguliers qui combattaient dans le conflit du côté des forces du gouvernement soudanais. Et vous entendrez des témoins l'utiliser dans ce sens. Les milices Janjaweed étaient principalement arabes, mais l'accusation n'entend pas faire valoir que toutes les forces arabes étaient du côté du gouvernement soudanais. Madame la Présidente et Mesdames les juges, les milices Janjaweed sont connues sous différents noms, y compris Peshmerga, Fezan et Mujahideen. Forsan, Peshmerga et Mujahideen. Les éléments de preuve présentés dans le cadre de ce procès démontreront que les forces soudanaises et le gouvernement soudanais ont coordonné étroitement avec la milice Janjaweed. Pendant la période visée par les charges, l'accusé était commandant supérieur de la milice Janjaweed et il a travaillé en étroite collaboration avec tous les éléments du gouvernement soudanais et des forces de celui-ci, y compris lors des opérations militaires. Il était donc au courant des crimes qui allaient être commis dans le contexte de ces conflits armés. Madame la Présidente, Mesdames les juges, je vais maintenant parler des éléments contextuels relatifs aux crimes contre l'humanité, les contextes généraux dans lesquels les crimes contre l'humanité ont été commis. Comme vous pouvez le voir à l'écran, au cours du procès, l'accusation démontrera qu'entre au moins août 2003 et au moins avril 2004, les forces du gouvernement soudanais et la milice Janjaweed ont commis une attaque généralisée et systématique contre la population civile à Wadi Saleh et Moukjar. Cette attaque a été exécutée dans la poursuite d'une politique d'État visant à attaquer donc la population civile de ces localités. Madame la Présidente, Mesdames les juges, les lieux qui sous-tendent les principales charges reprochées à l'accusé sont indiqués par les 4 points rouges sur la carte que vous avez devant vous sur vos écrans. Il y a 2 localités principales et vous pouvez voir les noms des localités qui sont indiquées en jaune. Donc Koudoum, Bindisi, Delej, Wadi Salah et Moukjar. Comme vous pouvez le constater, l'attaque a été généralisée et comme vous l'entendrez dire aujourd'hui, même si ce n'est pas une exigence juridique supplémentaire, ces lieux ont fait l'objet d'une attaque systématique sur une période de 8 mois. Des centaines de civils ont été tués, nombre d'entre eux ont été violés et des milliers ont été déplacés par la force de leur domicile. Ces actes à eux seuls suffisent pour déterminer que l'attaque a été généralisée, mais elles déterminent également la nature systématique de cette attaque. Ceci étant, ces attaques ne sont pas isolées. Comme l'accusation vous le montrera au cours de ce procès, d'autres localités ont également fait l'objet d'attaques pendant la période visée par les charges. Il s'agit des encadrés verts que vous voyez sur la carte, où il est indiqué A. J'en arrive maintenant à la politique d'État dans le cadre de laquelle cette attaque a été commise. Tout au long du procès, l'accusation présentera des éléments de preuve considérables et variés établissant l'existence de cette politique. Et pour partie, vous pouvez voir des exemples de cette politique, par exemple une documentation officielle émanant du gouvernement, des preuves de réunions et de
discours public, l'utilisation de ressources publiques par les milices Janjaweed, des preuves de violence systématique et le refus délibéré d'enquêter et de traduire les auteurs des crimes en justice. Ensemble, ces éléments de preuve démontreront qu'en réponse aux attaques des rebelles au Darfour qui ont commencé en avril 2003 pour les besoins de cette affaire, le gouvernement du Soudan a élaboré une politique qui consiste à utiliser ses forces ainsi que la milice Janjaweed pour s'attaquer à des villages et des civils perçus comme étant des sympathisants ou des soutiens aux groupes rebelles. Madame la Présidente, Mesdames les juges, le témoin P0140 est un des nombreux témoins de l'accusation qui ont été utilisés par le gouvernement du Soudan pour mettre en œuvre cette politique d'État. Et le témoin a expliqué ceci de façon très simple. Il a dit ceci, je cite, « Nous avons compris qu'il s'agissait là d'une guerre totale et que nous devrions détruire ou anéantir tous les villages. Au final, nous n'avons pas combattu une force armée. Tous les combats ont ciblé des civils, des villages ont été incendiés, pillés, les femmes ont été violées. Cette politique d'État a été exécutée par des représentants de l'État ainsi que des institutions du gouvernement du Soudan aux échelons national et local. À l'échelon local, Madame la Présidente, Mesdames les juges, à Wadi Salah, à Mukchar, cette politique a été exécutée par l'accusé ainsi que sa milice Janjaweed, agissant de concert avec les forces soudanaises. Madame la Présidente, Mesdames les juges, pour démontrer l'existence d'une politique d'État, je vais mettre en exergue une catégorie d'éléments de preuve, à savoir la documentation officielle émanant du gouvernement soudanais lui-même. Et plus précisément, je vais m'attarder sur un exemple de ce type de document officiel, à savoir le plan du Conseil de sécurité nationale de 2004 pour le Darfour. Avant d'en arriver au plan, permettez-moi de vous rappeler la genèse de ce Conseil de sécurité nationale. Des témoins viendront vous dire tout au long de cette affaire que cette entité était l'organe le plus haut classé en matière de sécurité qui prenait des décisions au Soudan. En général, le Conseil de sécurité nationale établissait des plans stratégiques à l'échelle du Soudan à la fin de l'année pour l'année suivante. Lorsque les circonstances l'exigeaient, le Conseil de sécurité nationale élaborait des plans d'urgence, outre le plan annuel. Un témoin, dans le cadre du procès, vous expliquera qu'autour de mai 2003, donc peu de temps après l'attaque sur l'aéroport d'Al-Fasher, le Conseil de sécurité nationale a élaboré un plan d'urgence pour le Darfour. Et c'est le plan qui a servi de base pour le lancement d'une campagne contre-insurrectionnelle dans les localités de Wadi Saleh et Mukchar. Élément particulièrement pertinent, Madame la Présidente, Mesdames les juges, ce plan d'urgence précisait que la police ainsi que les forces de réserve comme les CRF ne disposaient pas de suffisamment d'éléments pour combattre les rebelles. Et c'est sur cette base qu'une décision a été prise pour recourir aux tribus arabes dans le conflit. Un certain nombre d'éléments contenus dans le plan d'urgence font partie du plan du Conseil de sécurité nationale de 2004 pour le Darfour. L'accusation, dans le cadre de ce procès, vous présentera une copie de ce plan qui vous sera décrit par des témoins. Nous allons l'examiner à présent. Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous voyez à l'écran la page de garde de ce document. Donc, il y a du côté droit l'original en arabe et du côté gauche la version anglaise. Il s'agit donc d'une lettre datée du 18 décembre 2003. Et dans cette lettre, le ministre de la Défense, Bakri Hassan Saleh, envoie ce plan de 2004 au directeur général du
services de sécurité nationale. Et comme vous pouvez le constater au bas de la page, donc coin inférieur gauche, les destinataires en copie sont le président Omar al-Bashir et puis le ministre de l'Intérieur, Abdelrahim Mohamed Hussein. Si vous regardez l'original du côté droit, vous pouvez voir qu'il y a un cachet et que le document est signé et daté. La page suivante du plan est en fait la première page du plan de 2004. Nous avons vu la page de gaz, maintenant la première page. Nous pouvons constater qu'elle est datée du 18 décembre 2003 et je vous fais remarquer qu'elle porte la mention top secret. L'objet plan du Conseil de sécurité nationale de 2004 pour mettre fin à la rébellion des États du Darfour. D'une manière générale, Madame la Présidente, Mesdames les juges, ce plan présente la rébellion au Darfour et propose un plan pour y mettre fin. Il précise les objectifs et les moyens de mise en œuvre de ce plan, les ordres généraux ainsi qu'une évaluation de la situation. Examinons maintenant les objectifs qui figurent à la page 3 de ce document. L'objectif numéro 3 est le suivant, et je cite, « Imposer un contrôle sur tous les villages et les régions auxquels appartiennent les chefs des rebelles, Four, Zagawa, Massalit. » Ensuite, nous voyons maintenant la rubrique « Moyens d'exécution du plan », créer des forces semi-régulières provenant des tribus arabes. Vous entendrez des témoins vous expliquer qu'il s'agit là d'une référence à la milice Janjaweed. Ici, dans le premier plan annuel du Conseil de sécurité nationale depuis le début du conflit, nous voyons donc se refléter une politique qui existait déjà en mai 2003 dans le cadre du plan d'urgence. Un témoin expert, le P1042, vous expliquera que le recours à des milices pour combattre dans le cadre d'un conflit par procuration était à l'époque, faisait partie d'un schéma établi de comportement de la part du gouvernement soudanais, une stratégie qui avait fait ses preuves lors de conflits précédents. Je poursuis donc. Nous voyons également la rubrique « But de la création de forces semi-régulières ». Au point numéro 2, il est dit ceci, et je cite, « Exécuter des tâches précises, par exemple l'assassinat de chefs rebelles et des sympathisants parmi les chefs de la communauté, Oumda, ainsi que les représentants de l'administration locale. » Fin de citation. Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous entendrez des témoins vous dire qu'il s'agit là d'une référence à l'assassinat de chefs civils dans les tribus non arabes du Darfour. Les Oumda, qui étaient des figures d'autorité auxquels la communauté faisait confiance, représentaient les civils dans plusieurs villages. Quelques mois après l'élaboration de ce plan, et vous l'entendrez de la bouche de témoins, de la bouche de mes collègues, pardon, l'accusé jouera un rôle très important dans l'assassinat d'un nombre important de Oumda et de chefs de communauté à Moukjar et peu de temps après à Delej. J'en arrive à la dernière page de ce plan. Nous pouvons constater au bas de la page, coin inférieur droit, qu'il est cacheté, daté et signé. Et sous la rubrique « Évaluation de la situation », il est dit ceci, je cite, « Le théâtre des opérations sera les camps des mouvements rebelles. Les villages des chefs et des soldats devraient également être considérés comme des théâtres d'opération car ils leur offrent un refuge et c'est là qu'ils se cachent après avoir mené des opérations contre des cibles gouvernementales. » Fin de citation. Cet aspect du plan, à savoir le fait de cibler des villages de civils considérés comme ayant des liens avec les groupes rebelles, illustre la politique qui consiste à cibler de façon continue les zones civiles telles que Kodom et Bindizi, qui avaient déjà commencé en mai 2003 dans le cadre du plan d'urgence. Madame la Présidente, Mesdames les juges,
L'accusé, M. Abdelrahman, savait très bien qu'il exécutait cette politique qui consistait à attaquer la population civile. Mesdames les juges, vous entendrez le témoin P1021 vous dire qu'il a entendu l'accusé dire à des représentants à Moukjar, et je cite, « Je sais que les rebelles viennent de l'intérieur des localités, alors je vais y aller et je vais frapper très fort, je vais frapper tout le monde, qu'il s'agisse de vieux, d'enfants ou de qui que ce soit, peu importe. » Fin de citation. Quelques jours plus tard, à Koudoum et dans la localité de Bindizi, c'est précisément ce qu'il a fait. Il a mené cette force dans ces localités et il s'en est pris aux vieillards, aux enfants et à quiconque se mettait au travers de son chemin. Madame la Présidente et Mesdames les juges, j'en arrive maintenant à la deuxième partie de ma présentation. Je vais évoquer quelques-uns des éléments de preuve que vous allez entendre au cours du procès et qui démontreront de façon claire que l'accusé avait une position d'autorité et d'influence et qu'il s'est servi de cette position pour commettre, ordonner et encourager la commission de crimes, les crimes qui lui sont reprochés. Ces éléments de preuve démontreront que l'accusé était un haut commandant de la milice Janjaweed, qu'il a coopéré avec des autorités politiques et militaires de haut niveau à l'échelon national, au niveau des États et à l'échelon local. Je vais mettre l'accent sur quelques aspects de ces éléments de preuve qui démontrent l'autorité et l'influence dont jouissait l'accusé. Je vous invite à regarder l'écran. Donc, il était Agid al-Ogada, poste qu'il a ou fonction qu'il a occupée à partir de mars 2003. Ensuite, le deuxième stade, août 2003, l'attaque sur Mouktar. Et enfin, ces réunions avec des responsables politiques et militaires vers la fin 2003, début 2004. Réunions au cours desquelles il a reçu de l'argent et des armes. Donc, ensemble, ces facteurs démontrent le renforcement du pouvoir et de l'autorité de l'accusé à mesure que son réseau de liens avec les autorités soudanaises et les membres des forces du gouvernement soudanais prenait de l'ampleur, et ce pendant la période visée par les charges. D'abord, son poste ou sa fonction en tant qu'Agid al-Ogada. Au sein des tribus arabes, il y avait une tradition de longue date qui consistait à... qui était telle que les hommes... Certains hommes étaient choisis pour mener les combattants au sein de la même tribu. Ces chefs militaires étaient appelés Agid ou colonels. Parfois, on les appelait aussi un émir. Et le chef des Agid portait la désignation Agid al-Ogada, autrement dit le colonel des colonels. Pendant la période des charges, dans les lieux qui nous intéressent, Abdelrahman Ali Kouchaib était connu sous le nom d'Agid al-Ogada. Pendant le procès, vous entendrez le témoin P12 vous expliquer, vous voyez cela à l'écran, je cite, Agid al-Ogada faisait de Kouchaib l'Agid le plus haut gradé à Wadi Saleh. Il a été nommé à ce poste autour de mars 2003, donc avant le début de la période visée par les charges, et je cite, du fait de son expérience et de son éducation militaire. Fin de citation. Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous entendrez également d'autres témoins. Le témoin P0883 vous dire, et vous voyez cela à l'écran, que l'accusé était, et je cite, un officier militaire d'expérience. Il était connu comme étant un combattant redoutable. Fin de citation. Nous avons entendu parler de l'expérience militaire de l'accusé, ce qui n'est pas contesté dans ce procès. Le témoin P905 parlant de l'accusé, a dit ceci, je cite, « Devant son échoppe, vous trouvez les Umda des différentes tribus arabes.
il avait à cœur d'être le chef ou d'être perçu comme le chef des Arabes. Fin de citation. Ici, le P905 est en train de décrire comment, en tant que membre éminent de la communauté, de sa communauté, les Umda arabes provenant d'autres tribus arabes venaient à la pharmacie ou à l'échoppe de l'accusé. Et le fait qu'il ait été propriétaire de cette pharmacie n'est pas contesté dans cette affaire, pour solliciter son opinion, son avis, ses conseils. Donc, il mettait l'accent sur son leadership et son ambition. Le témoin P643 a indiqué qu'à Garcilla, autour de août 2003, l'accusé a été nommé et chargé de créer un nouveau comité de Moudjahidine qui a été utilisé pour recruter et armer la milice Janjaweed. Le P0643 vous décrira ou vous expliquera que cette nomination a été faite à la suggestion du commissaire de Garcilla, Ja'far Abd al-Hakam, et qu'elle se fondait sur le rôle existant que jouait Abd al-Rahman, à savoir Aqid al-Okada des tribus arabes. Du fait de cette position de Aqid al-Okada, l'accusé avait déjà une position d'autorité et d'influence avant la période visée par les charges. Son pouvoir a pris de l'ampleur avec sa nomination à la tête du comité des Moudjahidines, et vous verrez que ce rôle s'est accru davantage à la suite de l'attaque des rebelles à Moukjar en 2003. Madame la Présidente, Mesdames les juges, au début d'août 2003, des groupes rebelles armés ont attaqué le poste de police et la base des CRF à Moukjar. Immédiatement après cette attaque, l'accusé et ses forces sont entrés dans Moukjar, et comme le témoin P103 l'a dit, et je vous invite à regarder l'écran, il a empêché les rebelles de contrôler la zone de Moukjar. Fin de citation. Rappelez-vous que j'ai déjà mentionné que le plan d'urgence élaboré par le Conseil de sécurité nationale autour du mois de mai 2003 précisait que la police et les forces de réserve n'étaient pas suffisamment nombreuses pour combattre les rebelles. Et cette attaque sur Moukjar, sur le poste de police de Moukjar, était la démonstration claire de cette insuffisance d'éléments. À la suite de l'attaque par les rebelles, une délégation de haut niveau, composée de personnalités politiques et militaires, est arrivée à Moukjar qui était venue exprimer ses remerciements et un soutien public à l'accusé. En particulier, comme nous le voyons dans la deuxième citation, le P878 a entendu un ministre de l'État chargé du ministère de l'Intérieur, Ahmad Mohamed Haroun, dire à l'Assemblée des forces Janjaweed et de la milice à Moukjar, à partir d'aujourd'hui, nous vous considérons comme des forces gouvernementales. Fin de citation. Rappelez-vous que le plan du Conseil de sécurité nationale de 2004 que nous avons vu précédemment et le besoin de créer, et je cite, des forces semi-régulières, fin de citation, provenant des tribus arabes, eh bien, tout cela démontre, et l'épisode de Moukjar démontre qu'il y avait un besoin réel de créer cela dans un contexte de campagne contre-insurrectionnelle. Le gouvernement soudanais avait des problèmes de ressources et cet épisode de Moukjar, avec l'aide de l'accusé, leur a permis de trouver une solution à ce problème. Kushayb est donc devenu le lien entre les Aguides et les politiques. Et le P0012 nous rappelle dans ces dernières citations, qu'après cet événement, l'influence de Kushayb s'est accrue et il a commencé à opérer en dehors de la zone de Wadi Saleh. Madame la Présidente, Mesdames les juges, le troisième indicateur clé que j'ai mentionné, s'agissant de la position d'autorité et d'influence dont jouissait l'accusé, est illustré par ces réunions de haut niveau auxquelles il a assisté à Garcilla et à Moukjar,
en sa qualité de lien entre le gouvernement du Soudan et la milice sur le terrain. Lors d'un certain nombre de ces réunions, de nombreux témoins dans cette affaire viendront vous dire que l'accusé a reçu des armes, de l'équipement et de l'argent. Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous entendrez un témoin vous parler d'un signal, d'une communication survenue autour de décembre 2003 d'un ministre haut placé indiquant que des armes et des uniformes seraient livrés à la base des forces armées soudanaises à Garcila autour de décembre 2003. L'accusation présentera également des moyens, comme vous pouvez le voir au deuxième alinéa, que Haroun et d'autres officiers militaires de haut rang ont rencontré Abdelrahman à la caserne de Garcila à plusieurs reprises, y compris en février 2004. Haroun a également rencontré l'accusé à Moukdjar pendant la même période et des témoins l'ont vu fournir à l'accusé des caisses qui auraient contenu des armes et des munitions. Madame la Présidente, Mesdames les juges, le témoin P0041 était présent lors d'une de ces réunions à Moukdjar, fin 2003, début 2004, et se rappelle du fait que l'accusé, Haroun, et les commissaires Jafar Abdelhakam et Torshain étaient présents également lors de cette réunion. Il a pris des photos de cet événement à Moukdjar, et même si les photos remontent à une vingtaine d'années, il y a une vingtaine d'années, elles donnent néanmoins une idée de la nature de la réunion. La première photo, sur cette première photo, vous voyez donc la présence d'un certain nombre d'éléments de la milice et de Janjaweed arabes qui montent à cheval ou à dos de chameaux et qui sont réunis à l'occasion de cette réunion. Sur cette deuxième photo, l'on peut voir un certain nombre de représentants civils qui étaient présents donc à cette réunion. Et sur cette photo, cette dernière photo, l'on peut voir encerclé un véhicule de type Land Cruiser transportant des forces CRF. Madame la Présidente, Mesdames les juges, il s'agit là de quelques exemples qui démontrent l'autorité et l'influence qu'avait l'accusé. Il était en position d'autorité et d'influence tout au long de la période des charges. Et ses relations avec des hauts fonctionnaires et les représentants du gouvernement du Soudan ont renforcé davantage son pouvoir ainsi que sa capacité à commettre des crimes. Pour citer le témoin P0883, Kushayb faisait toujours ce qu'il voulait faire, parce que personne n'osait le contester du fait de son autorité et du fait de ses relations, par exemple les ministres de l'Intérieur et de la Défense. Et cette influence et ce pouvoir sont également mentionnés par le témoin P1021 qui a dit ceci: tous les gouverneurs et tous les commissaires savaient qu'il, c'est-à-dire Abdelrahman, était le commandant. Le P1021 indique en outre, et je cite, « Il n'obéissait à aucune instruction, à l'exception de celle qui émanait d'Omar al-Bashir, Abdelrahim Mohamed Hussein et Ahmed Haroun. » Fin de citation. Et comme vous le savez très bien, Mesdames les juges, chacun de ces témoins était des observateurs bien placés. Madame la Présidente, Mesdames les juges, l'accusé a démontré sa position et son autorité par ses propres mots. Le P0092 te rappelle que l'accusé leur avait dit un jour, lors d'une réunion publique en octobre 2003, « Je suis Akid al-Ogada des Foursan. Je vous fournis les armes, l'équipement militaire et tout ce qu'il faut. » Abdelrahman Ali Kushayb a également confirmé sa position lors d'une interview avec le gouvernement du Soudan en 2006, à laquelle il était fait référence précédemment par M. Nichols. Durant cette interview, il a dit, et je cite, « J'étais l'émir des Foursan, des Moudjahidines à Garcila. » Fin de citation.
Madame la Présidente, Mesdames les juges, j'en arrive à la fin de ma présentation. Je vais à présent faire un survol, vous offrir un survol du réseau élargi de l'accusé. Cette planche est la version publique de l'annexe 6 de notre mémoire de première instance. Elle vous donne une idée du réseau de l'accusé ainsi que les différents rapports qu'il avait avec les membres de son réseau à des niveaux différents, à des niveaux d'autorité différents et à des degrés d'influence différents. Et nombre d'entre eux ont été impliqués dans la commission des crimes visés par les charges qui nous intéressent. Les éléments de preuve démontreront que l'accusé a collaboré étroitement avec le ministre d'État Haroun. Il a communiqué avec lui à plusieurs reprises s'agissant des crimes qui lui sont reprochés à Koudoum, Bindizi et Mouktar. Il a également coopéré avec le commissaire à Garsila, Abdul Hakam, y compris pour l'attaque contre Brindisi, et avec le commissaire Torshen s'agissant des crimes à Mouktar. S'agissant des liens qu'il avait avec les forces du gouvernement soudanais, il a coopéré étroitement avec l'officier du renseignement militaire Hamdi, et vous entendrez parler de ce Hamdi qui a également été impliqué dans les crimes de Mouktar et d'Elej. Il a également coopéré avec des officiers des CRF et les a influencés, y compris lors de l'attaque sur Koudoum et Bindisi et Al-Taïb, s'agissant des crimes qui lui sont reprochés à Mouktar. Il a en outre coopéré avec le commandant des PDF Areka, qui a également été impliqué dans les attaques à Mouktar. Il a coopéré avec des officiers donc des PDF, Hassaballah et Zakaria, dans le cadre de la commission des crimes de Koudoum et de Bindisi, et Hassaballah a également été impliqué dans les crimes commis à Mouktar et d'Elej. Enfin, sur cette planche, Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous constaterez que l'accusé a coopéré, a influencé d'autres leaders et a donné des ordres à d'autres aguides dans la région, en particulier Al-Daif Samer et Adam Bonjouz. Et les deux, vous entendrez des témoignages le confirmer, ont été impliqués dans la commission des crimes à Koudoum et Bindisi. Et Samer a été impliqué dans les crimes commis à Mouktar. Madame la Présidente, Mesdames les juges, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vais vous parler maintenant des activités de l'accusé à Wadi Salah et la localité de Mouktar entre août 2003 et mars 2004. Et il s'agit de la dernière planche donc, qui se trouve en annexe 5 du mémoire de première instance de la Cour. Ces activités découlent de la position et renforcent aussi la position qu'avait l'accusé. Les éléments de preuve démontreront qu'en tant que chef suprême de la milice Janjaweed dans les localités de Wadi Salah et Mouktar, Abdelrahman était au cœur d'un certain nombre d'activités, notamment le recrutement, la formation, l'armement et le financement de la milice Janjaweed, la coopération avec des hauts représentants du gouvernement soudanais et des membres des forces soudanaises qui lui fournissaient soutien et équipement, la communication avec des hauts responsables du gouvernement soudanais pour ce qui est de la planification des opérations armées, et la coopération avec des membres des forces soudanaises, le fait qu'il a exercé une influence sur eux et qu'il a donné des ordres également. Et enfin, et c'est l'élément le plus crucial, il a mené la milice Janjaweed lors d'opérations armées. Il a participé aux crimes qui lui sont reprochés. Madame la Présidente, Mesdames les juges, pris ensemble tous ces éléments de preuve, y compris les éléments de preuve dont vous parleront des témoins comme le P140, eh bien tout cela démontrera que l'accusé a le profil typique d'un haut commandant du Janjaweed au Darfour.
Les dirigeants des milices, comme l'accusé, étaient recrutés par le gouvernement soudanais du fait de leur expérience militaire passée, du fait de leur autorité préexistante, ainsi que du fait de leur rôle de dirigeants au sein des tribus arabes. Ils ont été recrutés parce qu'ils avaient déjà des hommes sous leurs ordres. Et une fois recrutés, ces hauts commandants des milices ont reçu des armes, de l'argent et ont développé des liens très étroits et directs avec les personnalités politiques et militaires du pays. Ceci reflète clairement la politique de l'État et tel était le profil des dirigeants janjaouides de haut rang partout dans tous les États du Darfour que le gouvernement du Soudan a utilisé pour lancer sa contre-insurrection et pour attaquer des civils perçus comme ayant des liens avec des groupes rebelles. À cet égard, Madame la Présidente, Mesdames les juges, l'accusé n'était pas seul dans sa situation. Il n'était peut-être pas le chef de milice le plus célèbre ou le plus notoire dans tout le Darfour. Toutefois, dans les localités de Wadi Salah et de Moukjar, au Darfour Ouest, les gens, notamment ses victimes, savaient exactement qui il était et ce qu'il a fait. Et au cours de ce procès, témoin après témoin, vous décriront la manière dont Abdelrahman Ali Kushayb a utilisé son autorité ainsi que son influence pour commettre les crimes qui lui sont reprochés, crimes qui ont eu un effet dévastateur sur les civils de Wadi Salah et Moukjar, à commencer par Koudoum et Bindizi, comme ma collègue Madame Sims va vous le décrire dans un instant. Je vous remercie. La juge présidente, merci beaucoup. Avant de vous asseoir, veuillez répondre à une question que je me pose. L'entretien qui a été réalisé au Soudan, entretien avec l'accusé, est-ce qu'il y a eu un enregistrement vidéo ou est-ce que ça a été documenté par écrit? Réponse du bureau du procureur, cela a été documenté par écrit. La juge présidente, merci Monsieur Jeremy. Madame Sims, veuillez prendre la parole, je vous prie. Le bureau du procureur, nous avons besoin d'une petite minute pour nous réorganiser, Madame la Présidente. Madame Sims, Madame la Présidente, Mesdames les juges, je vous remercie de votre indulgence et du temps que vous nous avez octroyé pour nous réorganiser. Comme le procureur l'a indiqué ce matin, Monsieur Khan, QC, et mon collègue Edward Jeremy, je vais vous entretenir des éléments de preuve liés à Koudoum, Bindisi et aux environs, qui portent sur les 11 premiers chefs d'accusation qui se trouvent dans le document contenant les charges, dont lecture a été donnée à l'accusé aujourd'hui et sur lesquels il a décidé de plaider non coupable. Donc ces 4 domaines des éléments de preuve portent en premier chef sur un aperçu des événements et sur les zones concernées avant les attaques. Deuxièmement, je vais me focaliser sur les zones contenues dans les charges qui sont pertinentes aux crimes commis à Koudoum, Bindisi et dans les environs. Troisièmement, je vais mettre en évidence les éléments de preuve liés au contexte des attaques qui permettront d'établir que les civils ont été directement pris à partie. Et finalement, en ce qui concerne les éléments de preuve que je vais évoquer, je me pencherai sur la responsabilité pénale de l'accusé, plus particulièrement pour ce qui est de Koudoum, Bindisi et des environs. Madame la Présidente, Mesdames les juges, nous avons plusieurs témoins que vous entendrez qui
parlerons du fait qu'avant les attaques sur Kodum et Bindisi, vers le 15 ou 16 août 2003, il y avait une paix relative qui régnait dans ces zones. Le groupe ethnique majoritaire vivait en harmonie avec d'autres membres de tribus minoritaires. Les témoins relateront les premiers signes de changement et de troubles dans leur communauté. Et l'un des premiers signes est le fait que des civils provenant d'autres villages sont venus s'installer à Bindisi suite à des événements intervenus dans ces autres villages. Un autre signal et événement important dont les témoins vous parleront sont les attaques contre le poste de police de Bindisi au mois de juillet et au début du mois d'août 2003, lorsque les groupes rebelles se sont rendus à Kodum et s'en sont pris au poste de police. Autre événement important, Madame la Présidente, Mesdames les juges, en ce qui concerne les groupes rebelles, dont mon collègue, M. Jérémy, vous a entretenu tout à l'heure, est une attaque rebelle à Mudjar, quelques jours après que les rebelles aient attaqué Bindisi. Madame la Présidente, Mesdames les juges, le résultat de ces attaques sont bien connus des civils à Kodum et Bindisi. Cela a donné lieu à une réunion, une rencontre à Mudjar, où l'accusé était présent aux côtés de hauts responsables du gouvernement du Soudan et de hauts responsables également des forces armées soudanaises, ainsi qu'aux côtés d'autres chefs de milices. Ils y ont discuté de leurs efforts ou des opérations visant à se débarrasser des rebelles de la zone de Wadi Sali, auxquels appartiennent Kodum, Bindisi et les environs. À cet effet, Madame la Présidente, j'invite la Chambre à bien vouloir regarder la carte qui s'affiche à l'écran, où nous voyons une vue d'ensemble des différents villages. Donc ces localités se trouvent grosso modo dans deux régions de Wadi Sali, la localité de Mudjar et la localité de Bindisi. Nous allons tout d'abord, si vous le permettez, nous pencher sur les environs de Mudjar. Madame la Présidente, Mesdames les juges, Mudjar est une localité pertinente pour les charges relevant de Kodum et Bindisi pour deux raisons. Premièrement, et mon collègue, M. Jérémy, vous en a déjà parlé, en ce qui concerne la réunion de planification qui s'est tenue à Mudjar et qui a, in fine, donné lieu aux attaques contre Kodum, Bindisi et les environs. Donc, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit par mon collègue. Pour ce qui est de Mudjar, et quant à sa pertinence, on peut ajouter qu'il s'agit d'un village où de très nombreux civils de Kodum, de Bindisi, expliqueront à la Cour qu'ils ont dû s'y rendre à pied ou partir en courant afin de trouver refuge face aux attaques qui se préparaient contre Kodum, Bindisi et les environs. Vous entendrez des témoignages de personnes qui se cachent dans les montagnes, qui restent à l'écart des principaux axes routiers et la détresse qu'ils vivent alors qu'ils doivent fuir de Kodum, Bindisi et des environs. Et ils vous parleront également, pour ce qui est des distances de Mudjar par rapport à Kodum et Bindisi, Mudjar se trouve à environ 19 km de Bindisi et à environ 14 km de Kodum. L'autre village que nous allons aborder est le village de Nyerli. Nyerli n'est pas un village mentionné dans les charges. Mais cette zone, Madame la Présidente, Mesdames les juges, est extrêmement pertinente dans le cadre des chefs d'accusation. Le bureau du procureur montrera des preuves selon lesquelles l'accusé
était présent à Nyerli et qu'à Nyerli, il a donné l'ordre ou a encouragé les membres de la milice Janjaweed ou des forces du gouvernement du Soudan, en particulier le témoin 912 nous entretiendra de cela. Il s'agit d'un témoin dit de l'intérieur, tout d'abord en raison de la position qu'il occupait lors de ces attaques et deuxièmement en raison de l'accès qu'il avait à l'accusé. Et je tiens à souligner à ce stade que le témoin 921 connaissait l'accusé avant les événements visés par les chefs d'accusation. Ce témoin expliquera à la cour que l'accusé a ordonné de couper la paille et de la manger crue. Et pour lui, cela signifiait qu'il ne fallait pas laisser un seul brin d'herbe verte derrière eux. Je vous prie de m'excuser un instant, Madame la Présidente. Le second témoin qui parlera de l'accusé est le témoin 878. Ce témoin est également un témoin dit de l'intérieur en raison de sa proximité et avec l'accusé et de l'accès qu'il avait avec celui-ci à un moment particulier. Ce témoin évoquera une autre déclaration faite par l'accusé où il aurait crié à des membres de la milice Janjaweed et aux forces du gouvernement du soudanais, il aurait crié « Allahu Akbar, Allahu Akbar, éliminez tout et faites disparaître ». Madame la Présidente, donc la progression des forces offensives qui étaient dirigées par l'accusé s'est rendue vers le village de Tiro. Là, une fois de plus, les éléments de preuve que nous vous montrerons permettront d'établir une répétition du schéma que nous connaissons déjà de la part de l'accusé. Ensuite, nous constaterons que les forces dirigées par l'accusé se sont rendues vers le village de Kodum, puis Bandizi, deux villages qui sont mis en évidence ou qui devraient être mis en évidence dans un cercle rouge afin d'indiquer qu'il s'agit des zones visées par les charges. Et donc entre Kodum et Bandizi, il y a une distance de 9 km, grosso modo. Ces deux villages et les attaques dans ces villages font l'objet d'une seule attaque dans les charges fondée sur les faits relatifs à l'auteur et des événements dont les témoins vous parleront. Madame la Présidente, j'avais indiqué précédemment que l'accusé avait fait des déclarations à Nyerli et nous vous démontrerons qu'il a répété ces déclarations à Kodum où il s'est exprimé également et il a sifflé, donc il a utilisé un sifflet à une nouvelle reprise, ce qui est une des caractéristiques qui permet d'identifier l'accusé. Après avoir fait cela, il a crié à des membres de la milice Janjaweed, des forces du gouvernement du Soudan. Il a dit « Allez, allons-y, Allahu Akbar, éliminez et faites tout disparaître ». Les éléments de preuve démontreront qu'une fois que cet ordre a été donné, l'attaque a commencé et les témoins parleront de ce qu'ils ont enduré à ce moment-là. Madame la Présidente, nous allons maintenant passer à un autre transparent. Il s'agit d'une carte globale de la zone de Kodum. En ce qui concerne Kodum, Madame la Présidente, les témoins parleront de trois zones qui sont indiquées sur la carte. Kodum Tine, Kodum Derliwa et Kodum Rongatas. Le bureau du procureur apportera des éléments de preuve portant sur la présence de l'accusé dans la zone de Kodum Tine. La Chambre entendra le témoin numéro 29
qui connaissait l'accusé avant les événements visés par les charges, car il achetait auprès de lui des médicaments vétérinaires, et il est très important de noter que ce témoin décrit l'accusé comme ayant une main déformée. Madame la Présidente, cela indiquera qu'il a vu l'accusé à Kodom Tinné descendre d'un camion, monter sur un cheval, utiliser son sifflet et qu'il a réparti ensuite les assaillants sur la zone. La Chambre, les juges de la Chambre entendront également le témoin 96. 986, se corrige l'interprète. Je ne vais pas répéter la teneur de son témoignage afin que nous puissions rester en audience publique, mais ce témoin apportera des éléments démontrant qu'il connaissait l'accusé avant les événements visés par les charges et décrira une série d'interactions avec l'accusé dans la zone de Kodom Tinné. J'en arrive maintenant à une carte de la zone de Bindisi, de la ville de Bindisi. Sur cette image, Madame la Présidente, nous voyons la rivière bleue qui traverse la zone et qui la sépare en deux parties. Les témoins de l'accusation vous parleront de ces deux zones en des termes bien distincts. Au nord, il s'agit de la partie supérieure de Bindisi. Ils vous parleront du nord de Bindisi supérieur ou du nouveau Bindisi. Pour ce qui est de la partie inférieure, Madame la Présidente, Mesdames les juges, qui est traversée par le Wadi Sali, les témoins décriront cette zone comme étant le sud, Bindisi inférieur ou l'ancien Bindisi. Les témoins vous parleront également de certaines parties de ces deux zones, nord et sud. Au nord, de nombreux témoins vous parleront du bureau de Zakat, qui est un bâtiment de bureau très important dans le cadre des éléments de preuve et qui nous permettra d'expliquer ce qui s'est produit lors de l'attaque contre Bindisi. Les témoins évoqueront également le marché des arachides, l'hôpital et le poste de police. Et pour ce qui est de la partie sud, les témoins vous parleront de la mosquée, du poste de police et, très important également, du marché quotidien et de la base des CRF. La rivière Wadi Saleh divise non seulement cette zone en une zone nord et une zone sud, elle est également pertinente étant donné que de nombreux témoins parleront du Wadi Saleh comme point de référence, comme point de repère. Ils vous parleront de la manière dont ils ont fui les attaques et ils utiliseront cela comme repère pour décrire certains des épisodes criminels auxquels ils ont survécu. Madame la Présidente, Mesdames les juges, en ce qui concerne les crimes, il s'agit du troisième thème que je souhaite aborder. Donc il s'agit du contexte des attaques. Nous montrerons des éléments de preuve de la manière dont les attaques se sont déroulées, comment les civils ont été ciblés. Cela permettra d'établir qu'ils étaient sans défense et à la merci de l'accusé. La Présidente, vous abordez un nouveau thème, Madame. Dans ce cas-là, nous allons prendre la pause maintenant et nous reprendrons à 14h30. Je pense que c'est le moment opportun de s'interrompre. Tant que vous êtes debout, je vous rappelle qu'étant donné que je souhaite soulever un certain nombre de questions avec les conseils, nous devons terminer à 15h30. Et c'est un message qui s'adresse à vous ou à la personne qui s'exprimera après vous.